Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'ai donc déjà mis l'article sur le blog pour ceux qui l'ont déjà lu, mais je me suis dit que ceux qui préféraient donc voir une vidéo ou écouter quelqu'un parler en fond sonore, ce serait plus sympa de pouvoir également vous en parler ici. Il s'agit donc du bilan de la première session du challenge. En livre de merveille, il y a des poires de fleurs, et des roussifleurs, et tous les enfants, pour passer le temps. Tous les parents du monde, les parents sont passés par là. 1, 2, 3, chaud, cacao, chaud, chocolat. Si tu me donnes des noix de coco, moi je te donne des ananas. Chaud, cacao, chaud, 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 chocolat. Les petits kiwis, les papas, c'est des baobabs. Chaud, cacao, chaud, chocolat. Désolée, mais je pouvais pas m'en empêcher, c'est... voilà. C'est mon petit cacao. Et c'est la petite Annie Cordy que j'aime bien dans certaines chansons, je la trouve vraiment très peps et c'est génial. Bref, je vous disais donc qu'aujourd'hui, j'allais vous parler du bilan de la première session du challenge Chaud Cacao. Je vous mettrai bien entendu en barre d'infos le lien vers l'article, le lien vers la vidéo de Patatra qui vous parle plus en détail des conditions de participation de ce challenge. Donc la première session a eu lieu donc du 23 juin au 22 juillet, suivi d'un live le 22 juillet sur la chaîne de Patatra. C'était vraiment très sympathique. Alors il s'agissait de lire pour cette première session des livres de moins de 300 pages. C'était intitulé « Ce n'est pas la taille qui compte ». Des livres de moins de 300 pages, j'en avais pas mal. Je ne les ai pas tous lus, j'en ai lu... Fou. Si je fais mon petit bilan, j'ai lu 12 livres. 11 correspondant aux critères du challenge, donc des livres de moins de 300 pages, et un des livres des finalistes du PLIB, puisque chaque livre lu vous rapporte donc 10 points, et les livres lus qui sont partie des finalistes vous rapportent 50 points. Il ne me reste donc que 2 livres à lire, donc au total je ne peux gagner que 100 points vis-à-vis des lectures des finalistes. Mais c'est pas grave, le but étant de s'amuser, de lire, et puis c'est tout. C'est une première session à laquelle j'ai beaucoup aimé participer parce que c'est également un dépassement de soi. C'est-à-dire que je ne pensais pas lire autant durant un mois. Au total, j'ai donc lu 12 livres. Même si 11 étaient des petits livres, il faut quand même le faire. Quelques petits mots sur les livres que j'ai lus. Donc je ne vais pas vous montrer les couvertures parce qu'il faut que j'aille les piocher et que certains sont en e-book. Ce sera plus simple, je vous mettrai un petit encart par fiche, pouf, pour vous afficher le livre. Je vais donc commencer avec Les Contes de Biddle le Barde. C'est donc un livre que m'avait offert une amie. Les Harry Potter, comme vous le savez, pour le moment, je n'ai lu que le tome 1, je ne les ai pas lus, je ne les ai uniquement vus en film. C'était donc l'occasion de lire ces histoires. Alors si je me trompe pas, il y a 4 ou 5 contes, je ne sais plus exactement. C'est intéressant, je ne sais pas si ça apporte plus ou pas par rapport à la connaissance de l'univers d'Harry Potter. C'est des histoires qui se veulent un petit peu comme des fables de Jean de La Fontaine, pas moralisatrices mais où il y a une leçon à en tirer. Voilà. Après, j'ai pas grand chose de plus à dire sur cela. Je continue avec La bibliothécaire de Gudule. C'est un livre, comment dire, si Maureen, l'une des participantes de ce challenge, n'avait pas publié cette photo sur le groupe Facebook lié à ce challenge, je vous mettrai également le lien du groupe en barre d'infos, je l'avais mis dans un sac pour un marché aux puces et du coup ça m'a fait tilt et je l'ai sorti. Je ne regrette absolument pas ce choix, merci Maureen. Au début j'étais un petit peu sceptique avec cette lecture, quand même. Et puis au final, j'ai fondu pour l'histoire.
Gudule nous fait voyager de livre en livre à travers des classiques où on passe d'un monde à l'autre. Donc nous passons par l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, de Poil de Carole et des Misérables avec Gavroche. Je suis tombée par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Si tu n'es pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Il est petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Je vais donc pas vous faire écouter la chanson en entier. Si vous voulez l'écouter en entier, elle est bien sûr en lien sur le blog. N'hésitez pas. Mais c'est vrai que dans l'image du film, en lisant ce passage, moi je revoyais l'image du film des Misérables où on a Gavroche qui passe de corps en corps, si je puis dire comme ça, au niveau des cadavres qu'il y a par terre à la barricade, pour récupérer donc les munitions. Et qui chante cette chanson en même temps. Et c'est vraiment, c'est un passage qui m'a marqué, et voilà, tout simplement. C'est une histoire d'amour, mais c'est également une histoire de dépassement de soi pour l'être aimé. C'est-à-dire que le petit garçon, au début, n'est pas très assidu à l'école et n'a pas forcément des bonnes notes. Du coup, pour pouvoir retrouver la jeune fille dont il est tombé amoureux et pouvoir la recréer, ça passe par l'écrit. Mais s'il écrit mal, le personnage arrive de façon complètement déformée, et pour pouvoir la retrouver telle qu'il le désire, telle qu'il l'a dans son souvenir, eh bien il faut qu'il apprenne correctement l'écriture du français. Ce qui n'est pas forcément mon cas, je vous rassure. Mais voilà, ça parle un petit peu de tout ça, et c'est vraiment très mignon comme histoire, et j'ai beaucoup aimé, et je pense que beaucoup de jeunes, notamment à partir du collège, pourraient énormément adorer cette histoire, voire même avant. Oui, parce que je vous trouve grand pour le collège, mais en fait, je vous trouve petit pour le collège ou grand, enfin bref, à partir de 10 ans. Vous aurez compris. Pour continuer, je vous présente Fortune Cookie de Silène Edgar. C'est un livre que j'avais envie de lire depuis très très longtemps. Nous sommes ici dans un univers d'anticipation. Au départ, c'est une simple coupure d'électricité qui dure quand même quelques jours. Lorsque le courant revient, le couple qu'on suit durant ce livre se rend compte que l'état d'urgence a été décrété. Par contre, leur fille est en vacances en Espagne avec les parents donc, de Bianca, la femme du couple. Ils décident donc tous les deux de partir, aller la chercher. C'est là que ça se complique, parce qu'il y a eu des bons de mis en place pour l'essence. Les magasins sont pillés, tout est surveillé, il y a l'état d'urgence, il y a un couvre-feu, enfin voilà, vraiment le truc complètement compliqué. Le livre est découpé, je dirais, en deux parties, puisqu'on a à chaque fois, les chapitres sont alternés sur deux époques différentes, pas trop éloignées l'une de l'autre, je vous rassure. Donc on a l'époque où on suit le couple, Bianca et son mari, qui vont à la recherche de leur fille. Et on suit un peu plus loin dans le futur, par rapport à la recherche de leur fille, Bianca toute seule, qui a intégré la résistance. Et on les suit durant la préparation d'un grand coup. D'un grand coup d'éclat. D'un d'une propagande qu'ils aimeraient diffuser à la télévision. Au final, ce livre est très condensé, très court. Je pense, il m'a bien plu, mais je pense qu'il aurait pu être plus développé. Parce que, par exemple, je ne sais pas ce que devient le mari et la fille. Est-ce qu'au final, elle a retrouvé sa fille, ses parents, comment vont-ils, comment ça s'est passé pour eux, les retrouvailles? Je ne sais pas ce qu'a donné cette propagande. Est-ce qu'ils ont réussi finalement à la mettre en place? Qu'est-ce que ça a donné? Puisqu'à la fin, on arrive avec une espèce de bataille
Du coup, ça donne quoi? Quel est l'avenir de tout ça? Enfin voilà, il me manque quand même des éléments de la fin. À part ça, voilà, c'est court, c'est conscrit et c'est quand même quelque chose qui pourrait arriver. Je continue avec Pelote d'épingle de Cécile G. Cortès, une petite édition du Chat Noir. Alors, Cécile G. Cortès, ce livre-là, je l'avais commandé une première fois pour l'offrir lors d'un SWAPS. Donc c'était un SWAPS petite maison d'édition. J'avais contacté l'auteur à l'époque pour savoir si elle serait à un festival à Colmar justement pour la dédicace. Elle m'avait dit qu'elle n'y était pas et m'avait du coup proposé de m'envoyer un marque-page dédicacé et un petit mot que je puisse envoyer à ma binôme, chose qu'elle avait fait à cette époque-là. Ce que j'avais donc envoyé à ma chère binôme de l'époque. Frédéric, je te fais un petit coucou au passage. J'ai ensuite craqué sur le site de la maison d'édition des Chats Noirs quand ils ont fait des grosses promotions en fin d'année avec l'opération plateforme 9 3/4 ou 3 livres achetés, un livre offert. Et j'en avais pris une flopée. Si vous vous souvenez, même le carton, j'ai eu la trouille parce que le carton était arrivé complètement trempé, complètement déchiré et finalement les livres n'avaient rien. Oh grand merci. Donc c'est une petite histoire fraîche, pétillante, une histoire d'amour. Donc nous suivons Violette, Violette la fée. Alors déjà quand moi la description de Violette, alors je sais pas si vous connaissez le principe de Fly Lady. Moi je voyais cette petite fée. Je sais pas pour vous mais voilà. Violette, cheveux violets, elle violet, vêtements violets. Pour moi c'était vraiment la fée de Fly Lady. Bref, passons ce détail. Donc Violette est une fée qui doit, d'une certaine manière, faire rencontrer l'amour à deux personnes. Donc c'est une commande spéciale, un amour sur demande. Donc un jeune rockstar qui doit trouver le grand amour. Elle lui trouve la personne parfaite, enfin, c'est les nébuleuses qui ont trouvé tout ça. Violette va donc les mettre en relation, mais ça marche pas, ça... Voilà. Il y a un grand couac. Et ça ne marche pas. Il se passe plusieurs choses dans l'histoire. Violette en est très affectée. Mais ce livre également retrace pas uniquement une histoire d'amour et une histoire de redonner confiance aux autres et confiance à l'amour. C'est également une histoire d'amitié, de personnes qui s'entraident, peu importe leur milieu, peu importe leur condition. Ils s'entraident malgré tout. Ils restent soudés. Et c'est ça qui est vraiment sympa dans cette histoire. Je crois que j'ai pas trop de choses à en détailler plus sans dévoiler les éléments croustillants de ce livre. Donc bon. Je sais pas ce qui se passe avec sa clignote. J'aime pas ça. Je vais aller voir et je reviens. Ah, quelle torture. Donc en fait ça clignotait pour me dire que le temps était fini. Donc voilà. J'en ai fini avec Pelote d'épingle également. Je continue avec La ligne verte de Stephen King. Alors j'entends déjà les gens dire « Ah oui, non, mais c'est de la triche, La ligne verte, c'est un seul gros livre de 500-600 pages. Et toi, là, tu triches avec 6 tomes de moins de 100 pages. » Eh bien non, même l'auteur, au début du tome 1, l'explique. À la base, La ligne verte, ce sont donc 6 histoires publiées comme dans un roman feuilleton en fait. Les gens lisaient la première partie qu'ils avaient reçue dans leur magazine ou journaux et ils devaient attendre avant d'avoir la suite. Donc au départ, La ligne verte, c'est bien 6 volumes et lorsque vous avez donc La ligne verte en un seul livre, vous avez donc un intégral. Lorsque je les ai mis dans ma pile à lire, puisque oui, pour le coup, j'avais prévu une pile à lire, j'étais pas sûre de lire les 6, hein, je vais en lire un, peut-être 2, peut-être... voilà. J'ai donc lu le premier tome. J'ai lu le tome 2 à la fin du live, puisque le live sur la chaîne de Patatras a donc eu lieu le 22 à 17h. Je crois que moi je suis restée avec eux jusqu'à 19h. Parce qu'après, j'ai pas pu rester jusqu'à la fin du live. Et le soir, avant de dormir, j'ai donc lu un autre tome, un livre tout petit court, tout
petit cours, c'est bien français ça, tout petit cours pour pouvoir avoir encore un livre en plus à comptabiliser. Je vous en parlerai de façon plus détaillée lorsque j'aurai lu les 6. Si ça se trouve, les 4 autres, je les lirai dans la 3e partie de la session qui est suite de saga, ou je les lirai début de l'année prochaine lorsque le challenge sera fini, je le verrai à ce moment-là. Mais je vous en parlerai plus en détail lorsque j'aurai tout lu. Déjà, rien que en quelques mots, dans le premier tome, il nous raconte plus l'histoire de l'arrivée de John Caffey au bloc E, donc sur la ligne verte. Son arrivée, un petit peu, c'est des bas et bois, je sais pas trop comment dire, avec Percy. Il explique un petit peu ce qu'est la ligne E et la ligne verte. Dans le deuxième tome, c'est plus axé sur Mr. Jingle. Oui, le thème est très difficile au niveau du film de la ligne verte. Quand on le regarde, même moi quand je le regarde, j'en pleure. Mais la petite souris Mr. Jingle est vraiment ma petite chouchou en fait. Cette souris savante, elle est extraordinaire. Donc ce tome 2 est plus axé sur Mr. Jingle, sur l'arrivée de Delacroix et sur l'exécution du grand chef de l'Indien. Voilà. Pour la suite, comme je vous ai dit, je vous en parlerai quand j'aurai tout lu. Je continue avec les récits du demi-loup de Chloé Chevalier, donc aux moutons électriques. Donc c'est un tome 0, c'est donc Fleur au creux des ruines. Alors Fleur au creux des ruines, c'est 4 nouvelles. 4 nouvelles donc, qui se répartissent dans le temps, sur plusieurs dizaines de générations. Alors, les récits du demi-loup, à la base, c'est un livre, plutôt c'est une saga qui me fait extrêmement envie. Je les veux uniquement dans la collection des moutons électriques parce que je les trouve vraiment magnifiques comme livres. C'est pas des livres, c'est des objets livres, tellement que les couvertures sont belles et bien travaillées. Alors, j'attends de tomber dessus. Mais en attendant, voilà, je suis tombée donc sur ce tome 0. Et je me suis dit que ça pourrait être un bon moyen de rentrer dans l'univers de Chloé Chevalier et de voir si ça allait me plaire ou pas. Alors ces 4 nouvelles sont sur un même lieu géographique, comme je vous l'expliquais, mais dans des temps, des époques différentes. En gros, ce qui constitue les légendes des 3e et 4e nouvelles serait ce qui se passe au présent dans les 1ère et 2e. À peu près, enfin moi c'est comme ça que je l'ai compris. C'est assez sympa, mais je reste quand même très mitigée sur cette lecture parce que je pense que ces nouvelles sont tellement courtes qu'elles ne me donnent pas vraiment assez le temps de m'immerger dans l'univers. Parce que je pense que justement ces nouvelles sont juste là pour compléter en fait les premiers tomes, les tomes de la saga. Elles ne sont pas juste là comme un avant ou un après ou voilà, je m'embrouille un peu. Mais je pense que ce serait plus agréable à lire quand on a lu la saga. Je vous dirai ça le jour où je la lirai. Enfin déjà, il faut d'abord que je la déniche. Je continue avec La Faucheuse de Neil Shatterman, donc aux éditions R. C'est un des finalistes du PLIB, donc je suis désolée, mais je ne vous en dirai rien. Ceux qui me suivent un petit peu sur Instagram ont un petit peu déjà mon avis, puisque je le donnais un petit peu au fur et à mesure de ma lecture. Là, je suis désolée pour vous, je vais vous frustrer, il faudra attendre la chronique finale. Anna l'étoilée, l'ours et la colombe d'Ophélie Bruno, édition du Chat Noir. Oui, vous pourrez le constater, j'ai beaucoup de livres d'édition du Chat Noir, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Alors, l'ours et la colombe ne faisaient pas partie des livres que j'avais commandés lors de mon gros craquage d'avant Noël. J'avais emmené donc à Colmar mon livre pour le faire dédicacer par l'auteur, donc l'Ouroboros d'Argent. Et en discutant avec elle, du coup, voilà, je suis repartie avec le tome 1 de cette saga que je n'avais pas fait dédicacer. Alors dans ce livre-là, pour vous en douter, on rencontre Anna. Anna est une sorcière qui a pour vocation, comme travail, de chasser les esprits qui hantent des lieux. Elle faisait partie d'une congrégation à Madrid qu'elle a quittée et elle est sur une congrégation à Londres. Seulement là, elle est censée remplir son contrat à Madrid. Donc déjà, petit conflit avec son ancienne congrégation.
La revenante est pas très sympathique et très coopérative. Ce qui m'a touché le plus dans ce livre, c'est que donc, Anna souhaite aider ce revenant. Elle ne veut pas simplement le chasser comme ça pour dire qu'elle le chasse. Elle souhaite l'aider et l'apaiser avant. Seulement cette revenante, du coup, fait voir à Anna ce qui s'est passé. Donc Anna découvre les circonstances de la mort, des derniers instants de vie de ce fantôme. Mais non seulement, elle n'est pas seulement, comment dire, c'est pas elle ne le voit pas passivement, elle ne fait pas que de le voir et d'assister à la scène, elle vit la scène, comme si c'était elle-même qui se faisait assassiner ce jour-là. Voilà. Du coup, c'est comme ça que Anna comprend les colères du revenant vis-à-vis du propriétaire, de la famille propriétaire du lieu. Elle va bien sûr subir un petit peu le courroux, si je puis dire ainsi, de son ancienne congrégation, et avec l'aide de celle-ci, vont réussir à dénouer le morceau. Je pense, oui, que je lirai la suite afin de redécouvrir Anna dans de nouvelles aventures. Voilà, je ne vous en dirai pas plus. Je continue avec Brainless de Jérôme Noiret, donc aux éditions Gulfstream, collection électrogène. Ah, vous vous doutez que je ne pouvais pas ne pas mettre... Qu'est-ce que je parle correct français, moi? Oh là là! Je ne pouvais pas ne pas mettre un livre de la collection électrogène, ma petite collection chouchou, que j'adore de tous les temps. Dans cette collection, il ne me manque que 3 livres, les 3 derniers sortis, mais vous inquiétez pas, je les aurai. Et il me semble que pour chaque session, je devrais pouvoir lire un de ces livres, parce que j'en ai lu à peu près la moitié de ce que je possède. Jusqu'à présent, je n'avais, mais alors, jamais été déçue par un livre de la collection électrogène. Mais alors, jamais. Plus ou moins bien aimé, bien entendu. Certains qui sont des coups de cœur par rapport à d'autres. Mais je ne m'avais jamais abandonné. Et Brainless fut le premier que j'ai failli abandonner. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand je lis un livre, à part, comme j'ai noté dans mon article, et si je me souviens bien, Pauline a pris le même exemple dans son live, si on lit un livre du style 50 nuances degrés, on sait qu'il va y avoir de la vulgarité dans le livre. Par contre, quand je lis un livre où il y a de la vulgarité au niveau du langage, que les filles, je suis désolée du terme, se traitent de salopes et sont fières de faire partie du club des salopes parce que c'est un club très restreint dont les membres sont choisis en fonction de certains critères, c'est le genre de choses qui m'énerve. Que je n'aime pas dans certains langages, certaines choses, c'est voilà, ça ne se dit pas, ça montre pas forcément un bon exemple, je trouve. La société part déjà assez à volo. Bref. Finalement, j'ai poursuivi ma lecture. Et ça va. Ces vulgarités sont assez courtes par rapport à la proportion du livre. Au final, j'ai bien aimé. Donc, nous rencontrons Brainless, de son surnom, qui est un adolescent de 16 ans. Un adolescent, mais également un zombie. Pardon, non. Un non-vivant, que dis-je? Oh là là. Il est atteint du syndrome de, alors attention, je prends ma fiche, SCHJ, donc le syndrome de coma homéostatique juvénile. Une invention du livre, je vous rassure. C'est un petit gène dans l'ADN qui fait que, quand l'adolescent décède, il revient à la vie. Il y a plusieurs catégories de SCHJ, donc les alphas et les bêtas. Les bêtas sont irrécupérables. Ils se jettent sur tout ce qu'ils trouvent pour manger. Donc ils sont confinés dans un endroit. Les alphas, comme Brainless, peuvent donc prétendre à une vie normale. Je dis prétendre parce que leur mémoire n'est plus ce qu'elle est. S'ils ne veulent pas pourrir, ils doivent se faire une injection de formol tous les jours. Et inconvénient pour lui, il ne peut manger que de la viande crue. Donc Jason, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle en réalité,
est devenu un petit peu le héros de sa ville. Donc on démarre par une interview. Le livre en fait est découpé en deux sections. C'est-à-dire que chaque chapitre alterne entre un moment de l'histoire, donc de ce qui se passe de la rentrée scolaire jusqu'à l'événement final dont il est le héros, et dont je ne peux rien vous dévoiler, de peur de vous spoiler donc l'histoire. Et entre chaque chapitre est donc alterné avec les confidences de Jason, où il explique un petit peu son état. Son état, son ressenti, son vécu en tant que non-vivant, en tant que se souvenir de ce qu'il a fait, des émotions qu'il a ressenties, de tout ça. Voilà. Petite particularité, c'est donc un non-vivant qui peut avoir une vie normale, qui va à l'école, qui rentre, qui a des copains, et il a une copine. Ah ah ah. Comment un zombie peut avoir une copine? Ça, je vous laisserai le découvrir. C'est le petit plus de l'histoire. L'Ouroboros d'argent d'Ophélie Bruno, dont je vous ai parlé un peu plus tôt. C'est un livre qui m'a énormément plu, je pourrais même presque dire un coup de cœur. Une histoire de loup-garou comme j'en avais pas encore lu, puisque dans cette histoire, il y a 4 types de loup-garou. Les pures souches, donc un loup-garou né de 2 parents garous. Les demi-souches, je vais dire ça comme ça. Je ne sais plus les termes exacts. Un loup-garou né d'un parent garou et d'un parent humain. Alors, je ne sais plus du tout le terme. Je vais essayer de le retrouver si je chope mon livre. C'est dur de tendre le bras. C'est encore très dur. Je vais essayer de trouver le terme. Le lunard, qui est né de 2 parents humains, donc en fait c'est ils ont un gène loup en eux, et ils se déclenchent à n'importe quel moment, et ils sont apparemment très dangereux. C'est également le lunard, donc soit ça se déclenche tout seul et ils sont très dangereux, soit c'est une meute pour recruter des loups-garous qui provoquent ce gène, et par l'instinct de survie, le gène se déclenche et déclenche la première transformation de cet humain en loup. 4e espèce la plus rare, un loup-garou né de 2 loups. Donc il n'a pas forcément la civilisation humaine en lui, puisque il se sent mieux en tant que loup, donc il est quasiment tout le temps en métamorphose loup plutôt qu'en humain. Ouais, je sais pas si c'est trop clair ou si je vous ai perdu. Donc dans ce livre, on a une histoire de loup-garou, on a une histoire d'amour, on a une histoire d'héritage, on a une histoire de chasse au trésor. Donc nous rencontrons Axel, qui est justement un lunard qui a été provoqué par une meute. Son chef de meute lui demande d'aller récupérer sa part d'héritage, puisque lorsqu'un loup-garou meurt, il divise son héritage, il donne son héritage à différentes meutes, en fonction de l'attachement qu'ils ont eu avec eux. Je reprends juste après, je vois que ça fait de nouveau bip bip bip. Je reviens donc. Axel va donc chercher cet héritage pour le ramener à son chef de meute qui lui ne peut donc pas se déplacer. Nous rencontrons également Célia qui part également chercher la part d'héritage. Seulement elle, ce n'est pas la part d'héritage qu'elle recherche, c'est un objet bien en particulier parce que le défunt et son grand-père ont eu quelques conflits dans le passé et ce défunt a donc piéger le pouvoir de son grand-père dans cet objet, c'est-à-dire que son grand-père, qui est un loup-garou pure souche, ne peut plus se transformer et est prisonnier dans son corps humain. Se lance donc une véritable chasse au trésor. Cet objet est en argent. Quand Axel s'en va avec l'héritage,
Ils ont senti une odeur d'argent, donc ils vont le suivre. Ils démolissent, ils fouillent toute la caisse où il y avait l'héritage et pas de ceinture. Donc en fait l'objet, ce qu'ils recherchent, c'est la boucle de ceinture en forme d'Ouroboros. Il n'est pas dedans. Donc la rencontre se passe pas très bien. Axel se fait un peu maltraiter, s'enfuit, informe son chef de clan, se lance donc une recherche pas possible pour cet objet. Célia, n'étant pas patiente, fait route inverse et tombe sur la petite amie d'Axel qui le recherche. Bien sûr, elle la menace. Il était sur le chemin du retour, mais là, il fait de nouveau machine arrière pour sauver sa copine, dont il a peur, puisque sa copine n'est absolument pas au courant qu'il est un loup-garou. Elle est humaine, elle ne sait pas que c'est un loup-garou. Bref, je vous passe les détails. Je vais pas trop vous embrouiller et je vais même m'arrêter là. Lisez ce livre, franchement, c'est extra. Dans ce livre également, on rencontre une sorcière. C'est pas très détaillé au niveau de son histoire de vie et j'aimerais bien en savoir un peu plus sur la sorcière. Donc au petit passage, Ophélie Bruno, si vous décidez de retravailler la sorcière qui se trouve dans Ouroboros d'argent, je ne dis pas non. Voilà. Donc découvrez ce livre, il est vraiment pétillant, il est vraiment rythmé, vous vous ennuyez jamais. Ça passe à une vitesse folle, je l'ai lu en à peine quelques heures. Voilà, en moins d'une journée, j'avais lu tout le bouquin. Et pour finir, le dernier livre que j'ai lu, il s'agit de Bérénice et Profiterole de Denis Labbé et Priscilla Gréder. Je pense que Denis Labbé est celui qui l'a écrit et Priscilla Gréder, je sais pas trop comment ça se prononce, qui a fait les graphismes. Donc en fait c'est les graphismes, il y a juste en fin de chapitre une petite vignette, une petite image, mais donc je pense, parce que moi je l'ai eu en e-book, je l'ai pas eu en livre papier. Alors pour ceux qui suivent un petit peu l'histoire du Plib et depuis son début, en fin 2017, début 2018, il y a également eu un challenge livresque où nous étions répartis dans des guildes. On avait des petites missions à faire, des livres à lire, des petites missions comme se prendre en photo dans une librairie avec les présélectionnés du Plib, ou simplement les livres si on voulait pas avoir notre tête. Voilà, c'était des petits challenges, des petits défis pour gagner des points. Et on a gagné, je sais plus, une douzaine, une quinzaine d'e-books. Bérénice et Profiterole, tome 1 et tome 2 faisaient partie de ces gains. C'est très mignon, c'est enfantin. Donc en résumé, on découvre Profiterole, un petit troll. Oui, petit troll parce qu'il fait 1m50, or que ses frères, ses sœurs, ses parents, tout le village et tous les trolls du monde mesurent dans les 2 mètres. Ils ont tous des yeux noirs, il a les yeux bleus. Il est vraiment le paria, on n'arrête pas de se moquer de lui, de chuchoter sur son passage, enfin bref, tout le monde le déteste. Profiterole ne rêve que d'une chose, créer, faire de la pâtisserie et en manger. On rencontre Bérénice, une jeune fille d'une dizaine d'années, parce que Profiterole a 33, enfin une trentaine d'années, si je ne me trompe pas, il doit avoir une trentaine d'années. Mais il est un tout petit bébé troll avec son âge. Donc Bérénice se promène dans la forêt, se perd et atterrit au village de Profiterole. C'est lui qui la découvre, c'est donc lui qui la capture. C'est sa proie à lui. Tous les trolls veulent la manger, mais comme c'est lui qui l'a capturée, personne n'a le droit de toucher à Bérénice. Il n'y a que lui qui a le droit de décider de son sort. Et du coup, il décide d'en faire son esclave. Un moyen de lui sauver la vie. Il est content parce qu'il a trouvé une petite fille qui sait lire, écrire et qui sait cuisiner. Elle va donc lui apprendre les joies de la pâtisserie. Nos deux jeunes compagnons vont également se rendre compte qu'on leur a menti toute leur vie sur l'existence troll humain, sur la guerre qui est entre eux, sur comment ça s'est passé, sur ce qui se passait avant que les 2 mondes se séparent. Ça par contre je vais pas vous le dire, je vous laisserai le découvrir dans le tome 1 de cette histoire. Je reviendrai dessus quand j'aurai lu le tome 2, je pense, dans la session 3 du challenge, à savoir suite de saga, parce que j'ai envie de connaître la suite, tout simplement. En conclusion, puisque je suis désolée, cette vidéo aura été un peu longue, en conclusion, 12 lectures, 12 bonnes lectures, plus ou moins bonnes, mais pas de déception au final. Pour la seconde partie de ce challenge, donc du 23 juillet au 22 août, il s'agit de lire des livres d'auteurs francophones. Pour le coup, je n'ai pas préparé de pile à lire, j'irai au gré de mes envies, je changerai peut-être d'avis au fil du temps,
Puisque là, à la base, j'avais préparé une pile à lire et finalement, je ne l'ai pas vraiment suivi. Et sinon, vous, est-ce que vous participez au challenge Chaud Cacao? Avez-vous lu certains de ces livres? Lesquels me conseillez-vous comme auteur français pour la suite de l'aventure? Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, et encore une fois, chaud cacao, chaud chocolat. Si tu me veux dire non 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 non, ouh, faut de la